là, c'est le temps du panel. Donc, je vais inviter mes 3 panélistes, mes merveilleux amis et experts dans leur champ d'intervention. Donc, je vais commencer par les femmes, c'est plus poli. Hein? Donc, je vais commencer de droite vers la gauche. On va finir par Jean-François. Est-ce qu'il est ici, Jean-François? Ah oui, il est là, qui se cache, là, c'est comme toujours. Donc, on va commencer par Geneviève Comeau, des Filles Fatouches. Donc, Geneviève, si tu veux t'installer une place, n'importe où. Marianne Verstraelen de Mur Conseil. Et Jean-François, évidemment, Bourdeau, de la compagnie du Europac. Vous allez voir, je les ai choisis pas seulement pour leur qualité, pas seulement pour leur beauté, mais parce qu'ils ont souvent des grandes gueules, comme on dit, et beaucoup d'expérience aussi en même temps. Donc, ils ont des champs d'intervention différents. Donc, je vais les laisser présenter chacun leur entreprise pour que vous compreniez bien leur champ d'intervention. OK? On commence. Tiens, je vais te laisser un micro. Je vais prendre le micro là-bas. Marianne. Bonjour. Mon nom, c'est Marianne Verstraelen. Je suis copropriétaire chez Mur Conseil. Mur Conseil, on est un courtier alimentaire puis un spécialiste du marketing alimentaire. Donc, on accompagne différents producteurs, transformateurs à mettre sur le marché leurs produits, s'assurer qu'ils restent sur les tablettes aussi et qu'il y ait une bonne vélocité sur les produits. C'est toujours notre objectif premier, disons, de bien les guider quand ils lancent un produit sur le marché. Geneviève. Marianne. Bonjour tout le monde, je suis Geneviève Comeau des Filles Fatouches. Donc, les Filles Fatouches est une entreprise de cœur, une entreprise avec une mission sociale. On a démarré notre projet il y a 6 ans, pratiquement jour pour jour. Et on avait, à l'époque, là, le désir de participer à l'élan d'accueil des réfugiés syriens en mettant sur pied un projet qui allait offrir de l'emploi à des femmes réfugiées syriennes en misant sur leur force, la cuisine. Donc, on a démarré avec un service traiteur qui, aujourd'hui, est sous forme de prêt-à-manger. On travaille en collaboration avec les fermes LUFA. Et je suis fière de dire qu'on livre entre 400 et 500 plats par jour aux fermes LUFA. Et d'une autre part, on a aussi développé une gamme de produits du garde-manger du Moyen-Orient pour amener ces produits-là dans les grandes surfaces, dans les épiceries fines. On a développé 2 livres de recettes et tout ça dans le but d'emmener les gens à découvrir la cuisine, découvrir la culture, l'essayer à la maison, la faire découvrir à leurs amis et créer des ponts entre les cultures parce qu'on pense que la nourriture, c'est vraiment la meilleure façon de découvrir l'autre. Donc, on se dit une entreprise sociale et en termes de développement durable, on est très, très, très impliqué au niveau de la mission sociale. Et juste pour revenir sur mon titre dans la présentation, je ne suis pas une experte de l'éco-emballage. Au contraire, je suis ici pour vous partager mon expérience dans la mise en marché de produits de différentes natures et de vous parler de mon parcours parce qu'on ne l'a pas trouvé la solution. La meilleure solution, mais le statu quo n'existe pas, puis on est toujours à la recherche de la meilleure solution. Donc voilà, pour moi. Est-ce qu'il me reste du temps? Oui. C'est tout. Il a choisi ses invités. C'est déjà tout, Jean-François. Mais Jean-François Bourdeau, président directeur général d'une entreprise qui s'appelle Europac, qui existe depuis 1993. On est un importateur grossiste d'emballage flexible pour l'industrie agroalimentaire au Canada. Majoritairement, l'emballage flexible, on travaille l'emballage flexible qui est atmosphère modifiée, donc les sacs sous vide, les sacs rétractables, les pellicules alimentaires, les boyaux. Et globalement, ce que ça représente, bien, on dessert aujourd'hui 3000 clients à travers le Canada. On a 2 grands entrepôts, un à Montréal et un à Vancouver. Et globalement, on importe majoritairement des pellicules alimentaires plastiques du Canada, du Mexique, de la Chine et de l'Europe et finalement du Mexique. Je pense que c'est tout. C'est pas mal, c'est bien. J'ai fait ça vite. Hein? Oui. Là, on a juste 2 micros, donc moi, je vais rester ici.
Ah, ben non, vous allez vous passer le micro. Donc, on a quelques questions. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de passer à travers toutes les questions. Je vais vous dire tout de suite que les panélistes sont au courant des questions, évidemment, mais je ne suis pas au courant de leurs réponses. Donc, je ne suis pas garant de la qualité de... Non, génial. Okay. J'ai voulu te les envoyer, tu n'as pas voulu avoir de non, réponse. j'ai pas voulu. Ah, tu vois, Correct. merci. Je veux que ce soit une surprise pour moi Oui, aussi. c'est ça. Je veux partager. Donc, la première question que je leur pose, c'est plus général. C'est basé sur votre expérience et votre champ d'intervention spécifique. Avez-vous remarqué une différence depuis les 5 dernières années quant à l'importance... 1, 2, ça ne marche plus? Oui? M'entendez-vous? OK. Quant à l'importance que l'industrie... ou votre clientèle accorde à l'emballage et si oui, ben, à quel niveau? Donc, les changements depuis les dernières années dans votre champ respectif. Commence par... On commence par... Bon, premièrement, c'est 5 ça. ans, c'est long. Hein? On se rappelait que le Canadien de Montréal était en série de la Coupe Stanley il n'y a même pas 3 ans. Donc, 5 ans, c'est long, mais je vais essayer de faire ça vite. Moi, je vois 3 grandes phases. La première, c'est avant pandémie, où les gens étaient intéressés de faire n'importe quoi, mais ils ne savaient pas quoi. Hein? Donc, oui, on parlait à peine d'éco-conception, on parlait à peine d'approche. Les gens étaient bien intéressés, ne voulaient pas payer. Donc, à ce moment-là, il y a eu peu ou pas de projet qui était fait. Deuxième phase, la pandémie, il n'y a rien qui s'est passé, ces emballages. Tous les projets ont été mis sur la glace. On misait sur l'approvisionnement, on misait sur l'innocuité, en tout cas, vous savez ce que je veux dire, des aliments, puis finalement la main-d'œuvre qui était effectivement la grande... Donc ça, c'est la deuxième phase. Il n'y a rien qui s'est passé. Depuis 2022, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tu mentionnais les gouvernements, effectivement, c'est compliqué. Il y a plein de choses qui sont faites. C'est peut-être pas les bonnes actions, mais au moins, il y a des actions. Au niveau fédéral, l'élimination du plastique, tu as parlé du sac de plastique. C'était pas le sac de plastique, c'était la paille dans le nez de la tortue. Donc, il y a eu cette élimination-là. Il y a eu le provincial qui commence à regarder et dit, bien, écoute, on va essayer de donner des orientations. Ils ont l'orientation recyclage parce que les centres le landfill, les sites d'enfouissement sont pleins. Donc, on essaie de les réduire. Donc, on met sur le recyclable. Une belle initiative, c'est l'éco-conception. Hein? C'est pour ça que tu as maintenant un métier. Avant, tu n'en avais pas. Et au niveau municipal, on crie au meurtre parce qu'évidemment, les ballots de plastique qui sont plus acceptés par la Chine, avec les prix du recyclage, ça a chuté. On ne fait plus d'argent. Et finalement, la dernière action. Donc, ces 3 actions-là. Et finalement, la dernière, c'est les détaillants. Donc, je suis obligé de mentionner que Loblaw et Walmart ont mis beaucoup de pression sur les manufacturiers avec leur Golden Rule pour essayer d'avoir des emballages qui étaient recyclables. Donc, beaucoup de pression qui a amené, évidemment, les entreprises à dire « Oups, il faut que je fasse quelque chose parce que mon produit ne sera plus disponible chez Loblaw, mon produit ne sera plus disponible chez Walmart. » Donc, après, je donnerai des exemples. Est-ce que c'est bon? Je vais dire, comme on dit, l'important, c'est qu'il y ait une action. Il y a une action qui a été faite. C'est peut-être pas tout coordonné. C'est un peu tout croche, mais au moins, il y a des choses qui sont faites, puis on avance dans ce sens-là. Fait que oui, donc, pour répondre à ta question, oui. Oui, ben, c'est parfait. Je pense que tu as fait pas mal le tour. Merci. Geneviève, elle va prendre le relais. On n'a pas une demi-heure. Hey, on se connaît pas, hein? Nous, on a commencé il y a 6 ans, donc... Puis, je suis dans la génération des Xennials. Donc, personnellement, j'étais déjà interpellée par la question. Alors, pour nous, il y a 6 ans, oui, la question était au centre de nos prises de décision. Maintenant, après, il y a eu la pandémie où il y a rien qui s'est passé, mais tout le monde qui faisait du traiteur s'est mis à faire du prêt-à-manger. Puis là, tout le monde qui faisait du prêt-à-manger s'est mis à mettre ça dans des boîtes de carton. On pensait bien faire, mais finalement, ça ne l'était pas vraiment bien. Mais après la pandémie, ce qui s'est installé, je trouve, c'est les ressources. La mise en place de stratégies et d'initiatives de l'industrie qui sont rassembleuses et dont l'objectif est de nous accompagner. Parce que l'information, elle doit être regroupée parce que on ne peut pas se fier à Google et en tant que propriétaire, décideur d'entreprise, c'est sûr que ça part de nous. Si on veut des emballages avec éco-responsables, ça part de nous. Après, trouver l'information, ça ne peut pas reposer sur nous parce qu'on n'a pas les connaissances. Alors, ce qui se passe dans les 2 dernières années, surtout, c'est vraiment cet élan-là, ce mouvement-là, où je pense que les outils commencent à être beaucoup plus accessibles. Merci.
Donc, moi, mon point de vue là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec vos points de vue à vous deux également. Je vais l'amener plus au niveau de la mise en marché. Au niveau de la mise en marché, nous, ce qu'on vit depuis les 5 dernières années, c'est que le marché alimentaire est de plus en plus compétitif. C'est fou le nombre d'entreprises qui se lancent en alimentaire, surtout depuis la pandémie. On dirait que les gens ont eu le temps de réfléchir à des modèles d'affaires puis essaient de se lancer. Donc, c'est extrêmement compétitif. Les entreprises doivent se démarquer pour garder leur place sur les tablettes. Puis, le facteur numéro 1, c'est toujours l'emballage. C'est ça qui vend le produit. Vous n'êtes pas là, les entrepreneurs, pour décrire votre produit. Quand le consommateur passe en épicerie, le seul point de contact que vous avez, c'est l'emballage. Donc, nous, en tant qu'experts en mise en marché, les bannières viennent nous voir puis nous disent « Bon, on veut ce produit-là, là, par contre, arrange-toi pour faire quelque chose avec son emballage parce que là, ça ne marche pas. » C'est vrai. Les entreprises doivent être bien accompagnées sur le message qu'ils vont véhiculer sur leurs emballages. Le choix d'emballage éco-responsable, c'est la base. Là. Maintenant, on est vraiment rendu là. Et puis, après ça, ben, c'est le consommateur qui décide s'il le prend ou pas. Toutefois, selon moi, le pire des scénarios, c'est vraiment le gaspillage alimentaire, puis se retrouver avec des produits que les épiceries jettent. Ça fait aucun sens, là. Ça fait aucun sens. Donc, super. Voilà. Merci beaucoup. Écoutez, moi, je suis d'accord avec vous trois. OK? Parce que je veux que vous soyez mes amis encore. Non, mais sans blague, vous m'entendez bien? Oui? OK, parfait. Je suis 100% d'accord avec vous parce que c'est ce qu'on voit depuis 5 ans. C'est ce que je vois aussi. Moi, j'ai la chance que les entreprises viennent me voir puis ils veulent lancer des nouveaux emballages. Puis c'est vrai que pendant la pandémie, moi, j'ai été chanceux. Pendant la pandémie, ça a monté ma business parce que, comme a dit Marianne ou Geneviève, tout le monde voulait se lancer dans des nouveaux produits. Puis tout le monde sait, en transformation alimentaire, tout le monde sait faire une sauce à spaghetti. Hein? Mais la meilleure, c'est moi, là, mais c'est la mienne. Mais tout le monde pense que c'est facile de se lancer en transformation alimentaire, mais c'est excessivement difficile. Et là, quand on vient, l'emballage entre en jeu, on parle d'éco-responsabilité, là, ça se complique encore plus. Et les exigences des grands détaillants, on en rajoute une autre couche. Donc, je ne peux pas être plus d'accord que ce que vous avez dit. J'ai une deuxième question. En fait, j'en ai plus que 2, mais on va commencer par la deuxième. On va commencer. Aujourd'hui, évidemment, on parle d'éco-responsabilité. On ne peut pas rester insensible face à la dégradation de l'environnement et de l'impact environnemental des biens que nous produisons. Okay? On met beaucoup de produits sur le marché, beaucoup de start-up aussi. Pour toutes sortes de raisons, l'emballage agroalimentaire est souvent pointé du doigt en premier parce que c'est ce qu'on voit, évidemment. Ce qui pousse par contre, les entreprises actuellement à revoir, à repenser, puis à adapter leur stratégie commerciale. Tu l'as mentionné, Marianne, tantôt. Là, de façon plus précise pour chacune de vos entreprises, comment votre entreprise s'est ajustée ou quelle action qu'elle fait ou qu'elle a fait pour s'adapter à cette nouvelle réalité-là? On va commencer par Marianne. C'est ça? Hein? Oui, je peux commencer. Oui, je suis prête. Nous, c'est ça. En fait, on a vraiment plus un rôle d'accompagnement dans l'entreprise. Fait que c'est sûr qu'on va conseiller les clients, premièrement, à travailler avec des experts en emballage parce que c'est tellement complexe, l'emballage à la base, les normes. Puis, c'est pas juste l'emballage lui-même, c'est le produit qui se retrouve dans l'emballage. Il faut choisir le bon emballage qui va faire en sorte que la durée de vie du produit va être maintenue, voire optimisée par son emballage. Fait que c'est sûr qu'on les dirige vers des experts à ce niveau-là. Par contre, je veux juste faire une petite nuance par rapport à ça. Oui, le côté éco-responsable, les gens veulent tous des emballages recyclés, recyclables, tout ça pour plaire aux consommateurs, mais en bout de ligne, le consommateur n'est même pas prêt
à payer un petit peu plus cher pour un emballage éco-responsable. Fait que, tu sais, c'est ça aussi la réalité. Oui, des fois, il y a des choses qui sont probablement disponibles sur le marché, sauf que le consommateur ne va même pas le mettre dans son panier parce que le produit va être trop cher au final. Fait que ça, il faut le garder en tête aussi quand on réfléchit à mettre sur le marché des nouveaux produits. Est-ce que le marché est capable de le prendre, ce produit-là? J'ai vraiment le goût d'embarquer sur ce que tu viens de dire. Je pense qu'à la base, le mot éco-responsable dit tout. On est responsable. On a une responsabilité, puis il faut l'adresser, cette responsabilité. Aujourd'hui, c'est plus un choix de dire est-ce que j'adresse la question ou pas? Non, non, c'est une responsabilité qu'on a. Par contre, c'est un tout. L'emballage a plusieurs utilités. 1, pour présenter le produit. 2, pour le transporter. 3, pour sa durée de vie aussi. Donc, il ne faut pas oublier que, exemple, nos chips de pita, nous, on les faisait maison, on les emballait dans des sacs à café à la main, puis après un mois, c'était plus bon. Mais ça crée du gaspillage alimentaire. Ça crée aussi plus de logistique, de livraison. Maintenant, notre sac de pita est en matière qui ne se recycle pas pour le moment. Par contre, notre durée de vie est d'1 an. Alors, on réduit le gaspillage alimentaire avec ce sac-là. Est-ce que j'aurais souhaité avoir un sac qui est compostable ou recyclable? C'est certain que j'aurais aimé ça. Et nous, on s'est engagé à ne pas rester dans le statu quo. Le sac qu'on a là, ce n'est pas le sac qu'on va avoir dans 3 ans, je l'espère. Donc, déjà, en partant, il faut avoir cet engagement-là, de toujours rester dans la recherche et le développement et de s'informer. Ensuite, on a la chance de travailler avec des détaillants qui sont innovants. Les Fermes Lufa est un modèle d'affaires complètement innovant. C'est un disruptor. Au niveau de l'épicerie, on travaille en flow-through avec eux, donc en flux tendu. C'est-à-dire que pour nos prêts-à-manger frais, on a un camion à tous les jours à 5h15 du matin qui vient chercher les plats qui vont être vendus dans la journée. Chez les filles Fatouche, on vend du frais, c'est 50% de notre chiffre d'affaires et je ne sais même pas si on atteint 1% de gaspillage. On a vraiment réussi à créer un modèle de production où tout ce qu'on achète est réutilisé. Évidemment, bon, il y a des épluchures de légumes, mais ça, bon, bonne nouvelle, il y a le compost qui s'en vient pour les entreprises. Donc, travailler avec des fermes Lufa qui travaillent à innover pour mettre des solutions qui réduisent le gaspillage, ça fait aussi partie des initiatives pour l'éco-emballage. L'autre chose, puis je veux le nommer, c'est important parce qu'on va vendre nos salades chez Rachel Berry en juin. Donc, on va rentrer dans leur comptoir de vrac. Et nous, ça a été important dès le départ de travailler avec Rachel Berry et de dire, nous, on ne va pas vous envoyer des chaudières, puis après, ça va aller au recyclage. Alors, on a travaillé avec eux pour développer un système de récupération des bacs, de nettoyage des bacs. Mais là, il ne fallait pas avoir un nouveau camion non plus qui allait chercher un camion vide qui va chercher des bacs puis qui nous ramène ça, on lave ça. Donc, on a travaillé en collaboration avec Rachel Berry pour développer cette logistique-là. Comme on a travaillé avec nos fournisseurs pour les chips, pour développer un système d'approvisionnement où il n'y a jamais un camion vide qui va transporter nos produits ou qui va partir d'un de nos points d'approvisionnement. Donc, ça aussi, c'est à prendre en considération. C'est déjà tout. Elle parle vraiment beaucoup, hein? Plus que moi, finalement. Moi, je suis comme l'annonce des frites McDo, là, je suis dans le milieu.
Bon, en fait, quand on parle, en fait, je suis content parce que les deux ont parlé évidemment de gaspillage alimentaire, puis c'est exactement ce que nous on fait, c'est de s'assurer que les emballages qu'on met en marché évitent le gaspillage alimentaire, puis c'est ça qu'il faut garder en tête. Hein. Si on veut, on peut tout revenir au papier brun comme nos parents avaient dans le temps. Qu'est-ce que tu venais souper chez mon père, tu étais chanceux, il ouvrait sa viande hachée, puis ça faisait 2 semaines qu'elle traînait dans le frigo, puis tu disais non, je vais passer pour mon hamburger. Mais c'est ça aujourd'hui, c'est comme aujourd'hui, la vie fait que les deux conjoints travaillent, tout le monde court à gauche, à droite, on veut des repas prêts à manger, donc on a besoin d'emballages performants qui permettent d'améliorer la durée de vie. Donc, ayant dit ça, ce que je veux dire, c'est que depuis 5 ans, on pousse les manufacturiers pour essayer de trouver des solutions. On avait une solution qui était la biodégradabilité des emballages et, bon, peu importe ce que tu dis, ton STM, puis que je sais que tu fais ton Thomas, toi, Louis, là, mais on avait vraiment une solution. Le gouvernement du Québec l'a rejeté, disait qu'il faut travailler sur le recyclage. On travaillait sur des résines plus performantes pour avoir des emballages qui étaient de plus en plus minces, donc des résines, du plastique mince. Et tout ça dit, non, il faut que ça soit recyclable. Donc là, on a une orientation claire de l'industrie qui nous dit, on doit avoir des emballages qui sont recyclables. Fait que là, on met beaucoup d'emphase et les manufacturiers comprennent avec, évidemment, le phénomène, il n'est pas canadien, il n'est pas... Les États, c'est à part. Mais le phénomène est mondial. Partout en Europe, on parle de recyclage. Donc, les manufacturiers sont là, on trouve des solutions. La seule chose, c'est qu'il faut aller... Tu parlais de vitesse. Oui, la solution qu'on a aujourd'hui, c'est peut-être pas la meilleure, mais au moins, c'est une transition qui va nous amener à quelque part. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que avançons d'une façon intelligente pour y arriver. Donc, j'ai entendu des niaiseries, moi, il y a 2 ans, quand le code de Loblaw est arrivé. Les gens ont dit, bien, parfait, on élimine, on va avoir juste du monoplastique. Oui, mais là, pour avoir la même performance monoplastique par rapport à ce que tu as aujourd'hui d'une thermoformeuse, on va mettre un emballage plastique de 20 millièmes. C'est parce qu'aujourd'hui, tu utilises du 5 millièmes. On produit plus de plastique. C'est pas un peu idiot, imbécile? Donc, la question, c'est que... Puis c'est là que, quand même, il faut saluer que les détaillants ont cette réflexion de dire, OK, parfait, oui, je comprends. Ça peut fonctionner pour certaines industries, pour d'autres un peu moins. Donc, il faut faire des ajustements. Donc, c'est un peu ça. Fait que c'est un peu là qu'on s'en va. Il faut faire attention dans la direction et la vitesse à laquelle on fait les choses. Il y a plein de choses qui sont prometteurs. Nous, on a un produit qui est déjà disponible, qu'on commande chez un client qui est monoplastique. On s'en vient là. Mais ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus. Fait que c'est comme s'il y a 2 ans, tu me demandes quelque chose, bien, il y a 2 ans, tu me dis, bien, je vais y arriver, mais c'est ça. Mais c'est important ce que tu dis, c'est que vous investissez beaucoup dans la recherche et développement. C'est quelque chose qu'on ne met pas beaucoup en lumière. On est dans l'industrie, on va souvent être pointé du doigt comme les responsables, mais en même temps, on ne parle pas souvent de tout l'argent et l'énergie qui est investi à trouver des solutions. Puis, en fait, puis là, c'est rendu au point où les manufacturiers disaient, bien, on travaille sur des réductions de plastique, donc sur des résines. Et là, c'est rendu auprès des compagnies chimiques, des Dow, Petroleum de ce monde, qui disent, oups, il y a quelque chose qui se passe, il faut trouver des solutions. Donc, eux-mêmes, donc on est rendu dans la chaîne, vraiment, la matière première, qui est la granule de polyéthylène, la granule de nylon ou autre, où on travaille des résines plus performantes. Donc, l'industrie écoute, il faut juste faire attention à la vitesse à laquelle on met en place ces changements-là. Ça me fait penser un peu à ce que je disais tantôt au niveau d'avoir une stratégie d'éco-responsabilité. On sait que ça ne va pas arriver demain matin. C'est de la R&D et au Québec, au Canada, on est très, très faible ou très... on n'investit pas beaucoup en R&D au Québec, au Canada. On n'est pas les gagnants au niveau mondial, les champions de l'investissement en innovation. On fait plus de l'optimisation, mais on ne fait pas vraiment de l'innovation. Donc, il y a des choses qui s'en viennent. Je pense que la réglementation va aider. Et encore là, il faut que les grands détaillants se mettent ensemble et disent, OK, oui, parfait, on a une règle de conduite, ce qu'on n'a pas aujourd'hui encore de façon très, très précise. Je vais te couper juste un dernier mot. Oui. Puis je pense que tu l'as mentionné. Le problème, c'est le coût. OK? Puis effectivement, puis là, j'ai lancé des fleurs à nos détaillants, je leur ai lancé un pot, à savoir que de toujours refuser systématiquement des augmentations de prix, c'est dans un domaine de ligopole en plus, c'est une catastrophe. Oui. C'est comme, donc là, à ce moment-là, tu dis, bien, écoute, si je ne peux pas augmenter mon prix, qu'est-ce que je vais puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire ma qualité ou si je tiens vraiment à avoir un emballage qui est recyclable ou qui a telle performance, ça va te coûter 20 sous, fait que je vais être obligé de couper ailleurs. Donc ça, c'est comme, bon, il faut y réfléchir. Le coût a toujours, tout a un coût.
Puis, Tout oui, un coup. puis aussi, je vais bonifier un petit peu. Si on compare, vous savez, il y a eu une alimentation au niveau de la viande, des produits carnés, où est-ce qu'il y a eu une grande alimentation. Les gens ont chicané un peu, ont chialé. Mais si on compare le coût de l'emballage, si on pouvait augmenter juste un peu plus l'emballage, ben là, on dirait que pour les grandes sociétés, c'est incroyable. C'est pas acceptable, mais sont prêts à augmenter de 30-40 % le coût de la viande. Okay? Donc, c'est un peu aberrant de se faire dire ça par les grands distributeurs, alors les grands détaillants, alors qu'on pourrait augmenter juste de 5 sous le coût de la barquette ou le coût de l'emballage et résoudre les problèmes. Okay? Ça m'emmène une troisième question que j'aime beaucoup. Qui, selon vous, en ce moment, a le plus d'influence pour apporter de nouveaux changements au niveau des emballages, qu'ils soient bons ou mauvais, là, j'entends bien? Le gouvernement, les détaillants, les grands manufacturiers, les consommateurs ou nos merveilleux influenceurs du monde des réseaux sociaux? Bien, premièrement, si les influenceurs pouvaient arrêter de prendre des photos avec un cup de plastique ou un cup à café de Starbucks, ça défrait une tendance. T'sais. Mais ça n'a même pas rapport avec la commercialisation en épicerie, mais je trouve que c'est sûr que les influenceurs, on ne peut pas les mettre de côté. On a besoin d'eux pour embarquer dans le mouvement. Ensuite, je pense que c'est vraiment une responsabilité qui est partagée. Il y a déjà des choses qui sont en place, là, mais qui ne sont pas très bien communiquées. Et je vais nommer, entre autres, là, Éco-Entreprise Québec, qui est un organisme privé à but non lucratif qui a la responsabilité de gérer et d'améliorer le système de recyclage ou de gestion de la fin de vie des emballages au Québec. Donc, cet organisme-là, il est payé par les producteurs, fabricants du Québec. Donc, je pense que ça, c'est un gros mouvement. Il est en place, il n'est pas super bien communiqué, mais c'est là. Donc, en janvier 2025, ils vont atteindre une étape charnière du programme. Ils vont, en gros, là, tu sais, ce qu'on entend au Québec, c'est que chaque municipalité a ses propres règles de recyclage, de ce qu'on peut mettre dans le bac. On entend qu'il y a 10 % de ce qui est recyclé au Québec qui est vraiment recyclé. Alors, cet organisme-là, sa mission, c'est d'améliorer ce système-là et d'avoir une uniformité et d'impliquer les fabricants. Donc, je trouve qu'en partant, il y a une initiative qui est loyale, là, qui a été faite. Donc, voilà. Puis, c'était ça que je voulais dire. Ben moi, je pense que la responsabilité, elle est partagée avec tous les intervenants dont on parle. En premier lieu, c'est sûr, le gouvernement, en supportant l'industrie alimentaire avec des programmes pour la R&D, avec des programmes pour la commercialisation. Je sais que le MAPAC fait beaucoup d'efforts pour mettre des beaux programmes pour nos entreprises, mais ils en ont vraiment besoin. Pour démarrer, c'est vraiment essentiel. Le volet R&D pour l'emballage, c'est coûteux, mais ça vaut vraiment la peine de faire l'effort. Au niveau des bannières, ils sont très, très conscients du problème. Et puis, j'ai vu des belles initiatives qui ont vu le jour dans les grandes chaînes. On peut penser notamment à Food Hero. Je ne sais pas si vous connaissez Food Hero, mais c'est vraiment génial. Ils ont réussi à faire des ententes avec des grands détaillants. Je sais qu'il y a d'autres entreprises comme Food Hero aussi qui font ça pour contrer le gaspillage alimentaire. Donc, ils revendent les invendus via une application mobile. Ça se fait dans toutes les épiceries du Québec. Donc, le consommateur peut acheter ses produits moins chers parce que la date de péremption, elle est très proche. Donc, les détaillants mettent beaucoup d'efforts là-dessus. Ils sont conscients. Puis, les directives viennent vraiment d'en haut. Donc, je trouve c'est important de le mentionner.
les manufacturiers, bien, c'est sûr, c'est d'investir dans des solutions d'emballage innovantes. Puis le consommateur, bien, son travail, c'est de se conscientiser puis d'agir parce que, tu sais, ça reste que c'est lui qui a le pouvoir d'achat puis le pouvoir décisionnel, c'est le consommateur. Donc, plus il est conscientisé, mieux c'est. Oui, en fait, oui, le consommateur, par contre, on sait tous, tous les consommateurs aujourd'hui tirent un peu le diable par la queue. Ça veut dire quoi? Bien, écoute, les augmentations d'hypothèques, des taux d'hypothèque, le coût des aliments, tout est beaucoup plus cher que ça ne l'a jamais été. À chaque fois que je regarde ma facture d'épicerie, je dis, coudonc, y a-t-il quelque chose en bas de 5$ sur cette facture-là? Il n'y a jamais rien. Hein? Donc, oui, ça coûte plus cher. Donc, en termes de responsabilisation, à un moment donné, il y a des limites. Il faut regarder, dire, écoute, je veux être responsable, mais jusqu'où ça peut aller. Je pense que, en fait, toi, tu l'as mentionné, la mission d'entreprise, effectivement, quand ça vient d'en haut, on a une mission sociale, on veut faire attention à l'environnement, donc ça fait partie de nos obligations. Donc, souvent, les missions, ça aide à faire des choix. Mais souvent, globalement, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est le gouvernement qui va influencer, c'est les détaillants qui vont influencer l'éco-conception et dire, bien, écoute, il faut se diriger vers des emballages qui sont de plus en plus responsables. Donc, je dirais que souvent, c'est plus manufacturier, détaillant et gouvernement qui a la plus grosse influence plutôt qu'influenceur ou autre. J'avais juste amené un emballage qui est intéressant, puis c'est pas important d'où ça vient. Vous avez peut-être vu ce contenant de noix il n'y a pas tellement longtemps qui a changé pour un super contenant. Je vais essayer de cacher le nom. Ici, puis qui disent « Hey, 85% de moins de plastique. » C'est génial. Bravo, vous avez fait... Ça, c'est exactement ce qu'on faisait il y a 5 ans. C'est-à-dire, on réduit le plastique, qui était une des choses. Ce qui est dommage, par contre, c'est que c'est un bel emballage PET. Le PET au Québec est recyclé à plus que 90%. Malheureusement, le sac de plastique aujourd'hui est recyclé qu'à 10%. Je pense que la direction, elle est bonne. En fait, d'ailleurs, ils ont marqué sur leur page que c'était pas recyclable, ce qui est un peu comique, mais bon. On a plus de plastique, moins de plastique, bravo, mais pas recyclable. Mais bon. Et c'est ça. Donc, l'influence, c'est quoi? Bien, l'influence, c'est monsieur, madame, tout le monde qui va dire, bien, je ne l'achète pas parce que, oui, c'est bien beau ton 85%, mais tu viens de me tromper. Là. Exactement. Perception versus réalité. On n'a plus de temps, mais on est terminé, mais j'aimerais ça poser des questions à Rafale, OK? Les petits flashs que je vous ai envoyés. Parce que c'est juste un petit sommaire. Les questions flash. Donc, je leur demandais, ils ont un choix entre un ou l'autre. Donc, ça, c'est toujours ça indispose les gens, j'aime ça. Donc, répondre par l'une ou l'autre des réponses, puis on ne vous jugera pas, OK? Donc, pour innover, réglementation ou on passe à l'action? Action. Action. Parfait. Pour la rentabilité, réduflation ou augmentation des prix? Ben, c'est augmentation, mais ce n'est pas rentabilité. C'est... Réduflation. Puis je vous expliquerai plus tard pourquoi. Oui. Réduflation aussi. Parfait. Moi aussi, je vote pour réduflation. Pour innover, moi, je sais que c'est l'un ou l'autre, mais je n'ai pas le droit de dire ça, donc moi, c'est les deux. Okay. Pour changer le comportement du consommateur, l'éducation ou la réglementation? L'éducation. Éducation dès le primaire. Oui, éducation aussi. OK. Je vais m'abstenir. Mais... Oui, il y en a encore. Ouais. Puis une dernière. Pour mieux communiquer, réglementation ou avoir une bonne stratégie? C'était pas ça ta question. Oui, c'est ça. Changé. Oui. Non. Pour mieux communiquer. OK? Oui. Pour mieux communiquer Oui. au niveau de l'éco-responsabilité. La réglementation ou une bonne stratégie de communication? Je pense bonne stratégie de communication. Avant, je pensais stratégie et depuis que j'ai vu ce que la France a fait, je dirais réglementation. Parce que ça fonctionne. Moi, j'irais avec la stratégie, mais je serais curieuse d'en apprendre plus sur ce que la France fait avec sa nouvelle réglementation. Okay. Bon, c'était une question, une piège, tout ça, parce qu'en réalité, moi, j'opte pour les deux à toutes les fois. Okay? Mais je voulais juste vous mettre dans l'emballement un petit peu. C'est chiant, ça. Oui, je sais. Ben, j'aime ça, faire ça un petit peu. Écoutez, merci beaucoup. Merci, Marianne. Merci, Geneviève. Merci, Jean-François. Ça a été super intéressant. Des points de vue similaires, mais différents à certains niveaux. Merci encore. Je pense à une belle main d'applaudissements pour nos panélistes.